13e monde. Et si on s'écoutait parler ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 13e monde, notre radio 100% étudiante pour une nouvelle émission. Moi c'est Morgane, je suis accompagnée de Tatiana. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission dont le thème est plus que bienvenu et significatif pour une radio, le son et la voix. Nous allons donc demander plus spécifiquement comment se faire entendre dans notre société. Suffit-il de s'exprimer pour être entendu ? C'est une bonne question. Et nos camarades étudiants vont essayer d'y répondre avec plusieurs reportages, une revue de presse, des revues de podcast ou encore grâce à l'intervention d'un invité spécial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de commenter cette émission sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, @13e monde. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver tous les reportages en entier et cette émission en podcast sur notre site webradio.unif-paris13.fr. Allez, on commence tout de suite avec l'actualité de la fac. Comme vous le savez, du 18 au 22 mars 2019 a eu lieu la semaine de l'égalité sur tous nos campus de Paris 13. En effet, notre université est fermement engagée pour le respect des droits humains et dans la lutte contre toutes les formes d'inégalité. S'inscrivant dans le plan national d'éducation et d'action contre le racisme, l'université a proposé tout au long de cette semaine des débats, des conférences, des expositions ou encore des rencontres. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons eu l'honneur d'interviewer avec 13e monde M. Lilian Thuram, fermement engagé dans la lutte contre le racisme. Mais nous y reviendrons en fin d'émission en vous diffusant un extrait de cette rencontre. Cette semaine de l'égalité se prolonge cependant puisque vous pouvez retrouver jusqu'au 19 avril à la BU de l'Université Villetaneuse une exposition nommée Zoom Humain, l'invention du sauvage. C'est une exposition élaborée par le groupe de recherche ACAP en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme et pour l'égalité. Cette exposition raconte l'histoire de femmes, d'hommes et d'enfants venus d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et parfois d'Europe, exhibés en Occident et ailleurs, dans des cirques, des cabarets, des foires, des zoos, des villages itinérants ou d'importantes reconstitutions dans les expositions universelles et coloniales. L'Europe, l'Amérique et le Japon vont pendant presque 5 siècles les exhiber comme de prétendus sauvages. C'est un immense spectacle avec ses figurants, ses décors, ses impresarios, ses drames et ses récits. On vous invite donc, chers auditeurs, à aller voir de plus près cette exposition. Bon, et niveau sport, Tatiana, qu'avons-nous de bien beau ? À tous nos grimpeurs qui n'ont pas le vertige, le 19 avril se tient la nuit de l'escalade au gymnase universitaire de Villetaneuse. Rendez-vous de 18h à 22h dans la salle d'escalade. Une soirée conviviale vous y attend. Un petit mélange de sport, de sensations avec boissons chaudes et fraîches, chocolat, gâteaux et autres friandises. Allez, on finit peut-être avec un événement culturel, Morgane ? Eh oui, et en plus il s'agit d'un événement en lien avec notre thème de l'émission. Toujours le 19 avril, de 12h à 14h, a lieu au campus de Villetaneuse à la cafétéria Les Vergers, Tous en scène. Les pratiques amateurs seront donc mises à l'honneur puisqu'il s'agit d'un concert des étudiants de l'atelier Voix et Chant, organisé par le service culturel de Paris 13 et en partenariat avec le Crous de Créteil. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des événements pour nos amis, les étudiants. Revenons maintenant au thème de notre émission. On commence avec notre première partie qui va porter sur la voix, dans le sens le plus large du terme. En effet, nous parlerons essentiellement de la voix, plus précisément des pratiques liées à la manipulation, mais aussi à l'expression de la voix. C'est ainsi que nous nous sommes posé des questions de savoir, par exemple, comment les grandes voix d'aujourd'hui arrivent-elles à s'exprimer, à capter l'attention, comment certains chanteurs gèrent leur voix, mais aussi comment s'initier à l'art de l'éloquence qui est une faculté de s'exprimer et ainsi de capter ses auditeurs. Alors, nous avons justement un reportage réalisé par une équipe de 13e monde qui est allée à la rencontre d'un groupe de chanteurs, Billets d'humeur, qui utilisent la voix comme instrument musical. Nous allons donc diffuser un petit extrait de ce reportage, puis laisser la parole à Amanda qui était aux premières loges lors de cette interview. Marine lui posera quelques questions. Et on voulait savoir si vous considérez en fait votre voix comme un instrument, comme un outil de travail. C'est essentiellement ça la base du projet, c'est vraiment la voix. Encore aujourd'hui, là, comme on travaille nos musiques, nous il nous arrive de nous lever le soir à 2h du matin parce qu'on a une instru en tête, on doit l'enregistrer sur nos iPhones. Ouais. Et pour nous, c'est comme si on avait enregistré un riff de guitare ou de piano, tu vois. La voix, ouais, c'est notre instrument, quoi. Et du
que vous avez une routine quotidienne pour en prendre soin? Est-ce que vous prenez des cours? À vrai dire, on a commencé tout seul. Après, c'est vrai que dans notre parcours, on a eu l'occasion et même la chance de prendre quelques cours de chant, histoire de perfectionner notre technique. Mais en fait, oui, on en prend soin quand même. On fait attention. Quand même, on va voir un phoniatre. On va voir des phoniatres qui s'occupent des cordes vocales, etc. Ouais, ça c'est poussé. Et souvent, on met des écharpes. Voilà, dans nos sacs, on a des écharpes avec nous tout le temps. Alors, bonjour Amanda. Alors, peux-tu déjà nous dire pourquoi ils ont choisi Bien Humeur comme nom pour le groupe? Alors, quand ils ont commencé, ils se sont juste laissés porter par leur passion. Ils n'avaient pas véritablement de nom de groupe, jusqu'à ce que, lors d'une soirée, bien sûr à la fin de leur prestation, quelqu'un dans le public leur dise vous ressemblez, vous nous faites penser à un billet d'humeur. Et du coup, je crois qu'ils ont décidé de choisir ce nom, puisque dans leurs chansons, ils donnent leur point de vue, c'est leur propre marque, c'est la volonté de s'exprimer. Ah oui, donc il y a bien quelqu'un qui leur a soufflé l'idée. Bien ça. Ils ont choisi la voix comme moyen de s'exprimer, mais pourquoi la voix et pas un instrument de musique? Alors, d'après notre interview, lorsqu'ils ont commencé, ils n'avaient pas de moyens, puisqu'ils ont commencé à l'école, ils se sont rencontrés ensemble tout jeunes. Ils n'avaient pas de moyens pour se procurer des instruments de musique. Du coup, ils ont commencé avec leur voix, et puisque ça rendait quelque chose de bon, ils ont continué jusque-là. Et essaye-t-il de faire passer des messages à travers leurs textes et leurs sons? Oui, par rapport à nos discussions avec eux lors de l'interview aussi, on voyait qu'ils prenaient beaucoup la diversité. Ils pointent aussi du doigt plusieurs phénomènes de société sur lesquels ils donnent leur point de vue. Avez-vous retenu quelque chose durant cette rencontre? J'ai retenu qu'il faut suivre sa passion, même quand on n'a rien pour commencer, et y aller parce que c'est elle qui peut nous faire vivre. Très bien. Eh bien, merci Amanda. C'est gentil d'avoir accepté de venir témoigner. Merci Amanda pour ce reportage très intéressant. Nous allons désormais accueillir sur le plateau notre invitée, Lamine Famassa, finaliste du concours Eloquentia, qui nous parlera en profondeur de la manière de s'exprimer, de persuader et d'émouvoir grâce à l'art de l'éloquence. Alors, bonjour Lamine. Bonjour. Peux-tu nous rappeler le concept du concours Eloquentia auquel tu as participé? Alors, le concept du concours Eloquentia, ça peut se traduire en une seule phrase, c'est porter sa voix. Le but de ce concours, en fait, c'est de promouvoir la prise de parole en public. Donc ça se fait par deux biais. Premièrement, il y a une formation, mais pour s'inscrire, il faut répondre à certains critères. Premièrement, être membre de la fac de Saint-Denis ou de vivre dans le 93. Là, pendant plusieurs samedis, on va vous apprendre plein de techniques pour prendre la parole, que ce soit la maîtrise de la voix, la façon d'écrire un discours, parce que c'est des choses qui sont très écrites en vérité. Bref, on nous initie théoriquement à l'éloquence. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est la plus connue, c'est le concours, où chacun va ensuite, en fait, dans des joutes oratoires, on va dire, présenter son travail, présenter ses discours, et à la fin, il y a un gagnant. Le concours Eloquentia, c'est ça. Et pourquoi as-tu décidé de participer à ce concours ? À la base, j'ai pas décidé, ça a été un peu imposé. En fait, mes amis ont entendu parler du concours Eloquentia suite à un film qui a assez bien marché. Le nom du film m'échappe, donc exactement. Du coup, par le film À voix haute que mes amis ont vu et par des films m'ont inscrit en fait à la formation. Donc moi au début j'avais refusé, donc je voulais me désinscrire, mais ils m'ont provoqué en me disant que t'as pas de courage, ce qui m'a un tout petit peu énervé, et du coup j'ai décidé de continuer à participer. Sauf que il fallait être membre de Paris 8 pour faire la formation. Je pensais avoir eu mon billet de sortie du coup, mais il se trouve que le concours on peut le faire sans avoir fait la formation. Donc mes amis m'ont encore lancé, t'as pas de courage. Ça m'a encore énervé et du coup j'ai décidé de me lancer sans avoir fait la formation dans le concours et heureusement que j'ai fait ça parce que c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Très bien. Et selon toi, est-ce que l'éloquence apporte quelque chose dans la vie au quotidien ? Peut-on considérer que cela a un plus, ça apporte un plus ? L'éloquence, c'est en tout cas selon moi une arme qu'on devrait tous avoir dans notre poche en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps. Que ce soit dans un entretien d'embauche, quand on s'adresse avec quelqu'un, quand juste on a envie de convaincre dans un débat entre amis. C'est quelque chose qui est au cœur de notre vie et de nos sociétés en fait, qui prône souvent le débat. Donc je pense que l'éloquence, ça doit être quelque chose qui doit être mis à la portée de tous et beaucoup plus tôt. En tout cas pour moi. Pour vous, l'éloquence relève-t-elle de l'inné ou plutôt d'un apprentissage sur le long terme ? C'est une très très bonne question. À première vue, au vu de mon parcours, j'aurais sans doute dit que ça relève de l'inné.
Parce que comme je l'ai dit à la base, moi j'ai pas fait la formation du tout. Je suis venu un peu au hasard et un peu en improvisateur. Sauf qu'au premier tour du concours, on m'a très vite fait comprendre que l'éloquence, c'est pas juste parler ou avoir la tchatche, grossièrement. C'est quelque chose de beaucoup plus construit qu'on ne le pense. C'est vraiment essayer de convaincre, de persuader, de toucher son auditoire, en fait. Et ça demande énormément de travail. Et donc, du coup, moi qui est un élève, disons, assez facile, on va dire, j'ai dû me mettre à travailler, à vraiment bosser mes classiques, on va dire. Donc non, je pense que l'éloquence c'est quelque chose qui est à la portée de tous parce qu'on peut l'apprendre. Et un des plus grands orateurs antiques, Démosthène, était justement de cela. Il était bègue, il avait beaucoup de mal à s'exprimer, une voix qui portait pas, mais au fur et à mesure d'entraînement, il a réussi à être l'un des plus grands orateurs du monde et de l'histoire. Donc je pense que non, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Très bien. Et du coup, la timidité dans tout ça, est-ce que c'est un frein pour l'éloquence ? Forcément, c'est beaucoup plus difficile quand on est timide de s'exprimer devant une assemblée. C'est déjà un exercice qui est en soi assez difficile. On est devant 200, 300 ou 1000 personnes, on doit délivrer un message, c'est dur. Quand on est timide, on a un mur qui est encore plus grand à franchir. Mais pour autant, je pense que c'est encore plus beau quand on est timide, quand on arrive à en fait dépasser cette peur et de s'exprimer. Pour moi, les plus grands orateurs que je connaisse, ceux avec qui j'ai fait le concours, ceux avec qui j'écris, sont d'anciens timides et pourtant c'est des orateurs formidables. Y a-t-il besoin de savoir contrôler sa voix pour être bon dans l'éloquence ? La maîtrise de la voix, c'est un indispensable. Dans la formation éloquentielle, il y a tout un cours qui est donné sur la façon de porter sa voix, comment s'exprimer. Parce que souvent, ça a lieu dans un amphithéâtre. Et quand on doit parler, la voix, elle doit porter. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est un exercice qu'on retrouve aussi au théâtre. On apprend à parler depuis le ventre, en fait, à porter la voix et pour que on puisse être entendu de tout le monde. C'était assez bizarre au début, mais maintenant que je l'ai appris, c'est quelque chose qui est pratique parce qu'en fait, ça nous permet de nous faire entendre tout le temps. Qu'importe la salle, on a des techniques pour que notre voix elle porte et qu'on nous entend où qu'on soit. Justement, le théâtre, c'est justement la question que je voulais vous poser. Ça aide alors pour s'entraîner à bien parler. Le théâtre, oui, ça aide beaucoup. Moi, j'en ai pas fait. Je le regrette d'ailleurs. Faudrait peut-être que je m'y mette un jour. Mais oui, forcément, le théâtre, ça aide parce que déjà, on casse cette peur d'être sur scène, d'être exposé. Ce qui est intéressant avec l'éloquence, ou en tout cas la prise de parole en public, c'est ça, on livre quelque chose à autrui. On s'expose en fait. Et avoir fait du théâtre, ça permet justement d'apprivoiser ce côté-là, de pouvoir se familiariser avec le fait de se livrer à un public en fait. Eh bien, merci Lamine d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup Lamine d'avoir été présent sur notre plateau et de nous avoir parlé de l'art de l'éloquence. Et toujours dans ce thème-là, nous allons désormais vous proposer une interview de Wood, Anouchad et Mohamed, qui sont avec nous sur le plateau et qui vont nous parler de la 2e édition de Battle d'éloquence, un concours qui a eu lieu au sein de l'Université Paris 13 à Bobigny. Ils sont allés à la rencontre du gagnant, Hugo Châtel. La bonne chose à faire quand on s'exprime à l'oral, c'est vraiment de parler avec le cœur et d'essayer de s'exprimer soi-même. Et du coup, pour préparer justement cette battle, vous avez sûrement fait des exercices, des choses comme ça, et si vous pouvez nous en dire j'ai pas vraiment fait d'exercice, mais je me suis plutôt buté à essayer de répéter mon texte là ces 2 derniers jours, à vraiment essayer de comprendre quels mots je devrais accentuer à tel moment et à quel moment je devrais faire une pause. Enfin, c'est plutôt ça les exercices que j'ai fait. Justement, on a la chance d'avoir un professeur de communication qui est comédien. Du coup, depuis septembre, on a tous nos cours de communication sont vachement bien justement parce que on fait plein de choses, on apprend à s'exprimer et puis surtout on apprend à casser cette barrière du j'ose pas parler devant les gens et ça permet de prendre confiance en soi. Ouais. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'éloquence exactement ? L'éloquence, c'est la capacité à s'exprimer avec aisance dans le but de convaincre en utilisant des arguments logiques et plausibles un auditoire ou bien un interlocuteur. Quels sont les conseils pour réussir à bien s'exprimer et être éloquent à l'oral ? Pour bien s'exprimer à l'oral, le gagnant nous a donné plusieurs conseils, notamment la posture. La posture va jouer un rôle super important, car plus on sera à l'aise dans son corps, dans sa manière de se tenir, plus facile on pourra parler. Plus facilement on pourra parler. Et oui, selon le grand gagnant, l'éloquence n'est pas un talent, c'est beaucoup de travail et d'apprentissage, comme nous l'a si bien dit notre invité Lamine. Et un conseil pour une meilleure confiance en soi, comme Maud l'a dit, il y a la posture et la gestuelle.
Il nous explique que la gestuelle est très importante lorsqu'on s'exprime à l'oral, car la gestuelle permet de se rassurer et d'évacuer le stress. Et cette confiance en soi, elle nous aidera dans la vie quotidienne, c'est-à-dire tous les jours. Et il nous a dit que le plus difficile, c'est de se lancer, car une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus. Il nous a aussi dit que donc pour bien s'exprimer à l'oral et être éloquent, il faut parler avec le cœur et essayer de s'exprimer soi-même. Il faut casser la barrière du « j'ose pas parler devant les autres ». Et cela permet de prendre confiance en soi pour mieux s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres, il faut dire ce que l'on pense. Selon vous, c'était une journée intéressante que vous avez passée avec lui. Qu'avez-vous appris exactement ? Oui, c'était une journée très intéressante. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons rencontré des personnes formidables. L'accueil à Bobigny était très chaleureux. Ce que nous pouvons retenir de très important de cet entretien, c'est que tout le monde peut s'exprimer comme il le souhaite à l'oral. Ce qu'il y avait surtout de fascinant, c'est que on a pu assister, on a pu voir, entendre des personnes de notre âge, des étudiants, parler, s'exprimer aussi bien. D'habitude, on voit des politiciens, des députés parler ainsi, on se dit on aimerait bien être à leur place. Et voir ça, c'est comme passer du rêve à la réalité. On se dit que nous aussi, on peut le faire, tout le monde peut y arriver. Eh bien, merci beaucoup les garçons. Alors Tatiana, as-tu beaucoup appris grâce à ces interviews et à notre invité ? Oui, j'ai trouvé que c'était une manière originale d'aborder les différents aspects de la voix. Nous allons désormais voir dans un second temps s'il y a des nouveaux supports de son qui créent et renforcent notre créativité. Nous remarquons que les usages et les techniques ont considérablement évolué. Du vinyle au CD, puis du digital au streaming, il y a vraiment une évolution des supports qui nous familiarisent avec l'univers sonore. Effectivement, tu as raison. Et cela a permis de vulgariser des pratiques qui autrefois n'étaient pas forcément accessibles à tous et ont également apporté un aspect pédagogique qui nous permet de nous initier à toutes les nouvelles pratiques d'écoute. Et pour illustrer ce que nous venons de dire, nous allons écouter un reportage réalisé par une équipe de 13e Monde qui est allée à la rencontre de Mixage Fou. Il s'agit d'un concours qui permet aux participants de faire de la création sonore uniquement à partir de sons proposés sur leur plateforme et ainsi cela permet de se familiariser avec l'utilisation et la manipulation du son. Nous allons laisser la parole à Chloé et à Nouchane qui ont justement assisté à une exposition de Mixage Fou qui s'est tenue à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Voici d'abord un petit extrait. Bonjour et bienvenue sur 13e Monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Françoise Ange qui nous parlera de Mixage Fou. Alors, dans un premier temps, présentez-vous. Je m'appelle Françoise Anger, je suis psychomotricienne et artiste multimédia. Et je suis dans l'association Mixage Fou depuis 2011. Je fais des ateliers numériques pour les tout petits et les plus grands. Et puis je participe aussi à la direction artistique du Mixage Fou. D'accord. Vous pouvez nous dire comment est né Mixage Fou ? Alors Mixage Fou, c'est une longue histoire qui dure déjà depuis 10 ans puisqu'on va fêter les 10 ans. C'est né dans une école à Angoulême et c'est Thierry Dilger qui en 2009 il travaillait dans l'école de documentaire le Créadoc à Angoulême et il donnait des cours de son et les designers sonores. Et ses étudiants au milieu d'année en avaient vraiment marre de travailler le son et donc comment leur redonner goût à faire des créations sonores et avec un ingénieur du son, designer sonore qui est Guy Sono. Ils ont eu l'idée de faire un jeu, c'est-à-dire de mettre une banque de des sons un peu tordus, un peu comme ça, et de dire aux étudiants, vous avez ces sons-là, et faites-nous un mixage fou de 80 secondes. Et donc les étudiants se sont pris au jeu, et ça les a amusés, et puis ils ont retrouvé le goût à la création. Bonjour Chloé, bonjour Anouchane. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer alors, qu'est-ce que c'est que cette association Mixage Fou ? Alors, Mixage Fou est une association à but non lucratif composée d'une équipe de professionnels du son et de l'écoute. On a connu Mixage Fou grâce à l'exposition Le Tour du son en 80 secondes qui a eu lieu au Café Expo dans l'université par Mixage Fou et accompagné des étudiants en master IC et DIMI. À l'occasion, on a pu rencontrer Françoise Ange, psychomotricienne, artiste multimédia et membre de l'association depuis 2012, qui a pu nous éclairer sur l'association Mixage Fou. Et pour le concours, alors, l'idée générale, qu'est-ce que c'est ? Le concept créé par Mixage Fou, c'est un concours durant 6 semaines
Et cela consiste à faire une création sonore de 80 secondes avec une bande de sons à télécharger sur le site. Et avec ces sons, le public doit créer un mixage fou, entre guillemets, c'est-à-dire créer un audio créatif et original. Ensuite, ces créations sont déposées sur le site et il y a par la suite une remise de prix qui est faite par un jury professionnel du monde de l'art. Et les gagnants reçoivent des prix comme un casque audio, une formation avec un professionnel ou encore faire une création sonore dans un super studio. Quel est exactement l'objectif de ce concours ? L'objectif de ce concours, nous explique Françoise Anger, est que tout public peut créer des sons et peut s'emparer du projet pour faire des créations sonores de 80 secondes, avec un logiciel gratuit et téléchargeable pour tout le monde. Selon elle, même les enfants à partir de 8 ans peuvent faire des créations sonores. L'objectif est donc d'ouvrir la création à tout public, car la création sonore n'est pas destinée qu'aux professionnels du son. De plus, Mixage Fou a une démarche pédagogique avec des ateliers numériques axés sur le son pour les jeunes qui sont mis en place depuis quelques années. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Passons désormais à la revue de presse d'Amanda qui portera justement sur les nouveaux supports de son qui renforcent notre créativité. Bonjour, alors aujourd'hui notre thème c'est les nouveaux supports qui nous permettent de créer, qui favorisent la créativité. Alors nous parlerons des créations, des innovations rendues possibles avec l'arrivée d'Internet. Donc nous avons choisi en un de parler de la radio en ligne. Et selon l'article du Monde intitulé « Quelle stratégie sur le web pour les radios généralistes ?» du 6 février 2019 par Béatrice Donzel sur la revue des médias, on note que l'arrivée d'Internet a permis aux stations de radio généralistes de diffuser leur contenu en ligne et ainsi de faire face à la concurrence et au marché publicitaire. Tout comme nous le dit l'article, le web est un univers du visuel alors que la radio est un univers de l'imaginaire. Ainsi, la radio en ligne est parvenue à donner une place au contenu seulement audio, là où le visuel était maître. Alors en deuxième point, nous parlerons du streaming audio qui est disponible sur YouTube, précisément YouScribe, et qui nous permet de lire des livres. Alors selon l'article aussi du Monde intitulé YouScribe, le start-up des livres en streaming met le cap sur l'Afrique francophone du 4 décembre 2018. YouScribe, depuis sa création en 2011, propose un abonnement à une bibliothèque de livres en français diffusée en streaming. Ainsi, il est possible de lire sur son smartphone ou son ordinateur à moindre coût. Et encore, John Pirlo de Corbion concrétise en 2017 son projet de rendre la lecture du livre en streaming accessible en Afrique en commençant par le Sénégal. Ensuite, nous parlerons de YouTube Music. Selon l'article du Figaro publié le 6e mois 2018 par Elisa Brown, ici on nous dit que YouTube Music lance aussi des nouveautés très attendues, l'écoute en arrière-plan par exemple, qui évite les coupures quand on change d'application pour consulter ses messages par exemple. Il innove encore avec un petit interrupteur qui permet de passer de la vidéo au mode audio uniquement en un clic. En appuyant à nouveau sur le bouton, il est possible de revenir à la vidéo sans coupure. Ainsi, nous parlerons des formats audio qui favorisent la création. Donc, nous prenons ici l'exemple du MP3. Selon l'article du Monde publié le 17 janvier 2019, intitulé Africa en boucle, dans le plus vieux désert du monde, publié par Pierre Bouvier, on dit que l'artiste germano-namibien Max Sidentov a créé l'installation Toto Forever qui est situé au milieu du désert de Namib, en Namibie. Le principe est simple, un lecteur MP3 connecté à 6 enceintes alimentées par des batteries solaires. Le morceau est diffusé en boucle et l'installation est plantée quelque part dans le désert du Namib d'une superficie de 80 900 km². Alors je vous remercie et à bientôt. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre émission. Nous espérons qu'elle a été fortement enrichissante pour tous nos auditeurs. Nous sommes effectivement arrivés à notre troisième partie qui traitera essentiellement de l'écoute, car après avoir parlé de la voix et des nouveaux supports de création de son, nous aimerions parler des pratiques d'écoute. En parlant des nouvelles pratiques d'écoute, cette année 13e Monde innove en vous parlant d'un nouveau média qui est déjà bien ancré dans les mœurs, les podcasts.
Effectivement, Tatiana. Dans le souci de toujours rester dans l'air du temps, mais aussi de se moderniser par rapport à tout ce qui se crée et s'invente, nous avons choisi d'insérer une revue de podcast en vue de rajouter une nouveauté à ce que nous possédons déjà. Peux-tu m'expliquer en quoi consiste cette revue de podcast ? Désormais, 13e Monde propose à ses auditeurs une série de podcasts choisis avec soin par un membre de l'équipe. Il est donc question, chaque jeudi, de présenter un podcast de son choix en expliquant l'intérêt porté pour ce podcast. Le but de cette démarche est d'informer à tous nos auditeurs nos podcasts préférés du moment, en espérant qu'ils les écoutent à leur tour. Alors, pour plus d'éclaircissements, nous appelons nos collègues Lindsay, Chloé et Nadège qui nous parleront plus en détail de cette pratique d'écoute en nous proposant évidemment plusieurs extraits des podcasts que nos équipes ont décidé de commenter. Bonjour. Alors oui, le podcast est un format qui existe depuis longtemps maintenant et qui est de plus en plus écouté grâce notamment aux nombreuses plateformes qui les diffusent. Sur Apple Podcasts ou encore SoundCloud ou même Spotify, il y a un large choix de podcasts portant sur des sujets complètement variés et il y en a absolument pour tous les goûts. On a donc décidé de vous en présenter quelques-uns que vous retrouverez évidemment dans la revue de podcast. Et on commence par toi Chloé. Quel est le podcast que tu as préparé pour nous ? Alors moi je souhaiterais vous parler du Chip. C'est un podcast produit par Bingo Audio et présenté par Mélanie Wanga, François Oulac et Kevin Donna. C'est un podcast dans lequel ils partagent leur expérience noire et africaine. Il est question d'actualité, d'afroculture. Et je pense que le manque de parole accordé aux minorités dans les médias français a poussé ces trois présentateurs à proposer un podcast comme le Chip. J'apprécie ce podcast car quand je l'écoute, je peux m'identifier. En effet, à travers tous ces débats, on remarque qu'il est question d'identité. D'ailleurs, je vous laisse écouter un extrait. Les débats dont on parle dans le Chip, c'est la question d'identité, c'est comment faire pour faire une série féministe, intersectionnelle. Comment représenter les gens. Etc. Quand je regarde une série comme Sex Education... Ouais, j'ai regardé les premiers épisodes. Ouais. C'est coolos. Ouais, j'ai tout maté. Pas encore commencé, moi. Ouais, c'est coolos. C'est une série qui parle de masculinité non toxique, de consentement, de choses comme ça. Voilà, je vais pas faire un lien direct entre Baldwin et Sex Education parce que ce serait un peu tiré par les cheveux. Oh, t'inquiète, j'ai quelques exemples vers là. Putain, vous verrez. Mais c'est clair que les thématiques qui traitaient à l'époque, en fait, sont des thématiques maintenant sont centrales pour nous. Quoi. Ouais, c'est ça, il est très... Pour nous, c'est important, quoi. Baldwin, c'est la wokeness, c'est très wokeness, quoi. Et toi, Nadège, qu'as-tu à nous présenter ? Moi, je vais vous présenter Entre. C'est un podcast de Charlotte Pudlowski et produit par Lumedia. Il est assez spécial puisqu'il donne la parole à Justine, une enfant de 11 ans. Dans ce podcast, Justine va nous parler de son quotidien, ou plutôt de son entrée dans la préadolescence. Elle est au collège, plus précisément en 6e. Elle revient sur plusieurs points qui lui semblent importants, tels que ses relations avec ses parents, son premier amoureux, les changements de son corps, etc. Mais aussi des sujets plus sérieux, comme le fait qu'elle se sente assez différente des autres, ou bien même du harcèlement scolaire. Elle s'exprime avec une maturité exemplaire malgré son jeune âge. Et est-ce que tu as un passage à nous faire écouter aussi ? Bien sûr, je vous laisse écouter. Tu te sens comment toi quand t'es avec les autres enfants ? Différente. Parce que je lis plus le journal, je fais plus de trucs qu'eux ils font pas. J'aime moins YouTube et des trucs comme ça, je préfère lire. C'est un peu ça, donc un peu différente. Mais là, quand même, t'as hyper envie d'aller sur Instagram. Oui, en fait, ça s'appelle... En fait, il y a tout le temps quelqu'un qui vient te voir et qui te fait passer dans le passage de la préadolescence. T'étais encore une enfant, t'étais encore dans tes petits jouets, dans tes poupées, et là, tu deviens une personne qui veut un compte YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook. T'es plus du tout le même, en fait. C'est pour ça qu'on est différent avec les adultes, parce qu'on veut pas qu'ils s'aperçoivent qu'on a changé. À mon tour maintenant de vous parler d'un podcast, Kif Taras. C'est un podcast qui reste dans la continuité des précédents podcasts. Donc on a des questions raciales et des questions de la vie quotidienne. Et il est animé par Okaya Diallo et Grace Lee. On y trouve de nombreux témoignages de femmes qui sont issues de parcours totalement différents. Travail, représentation dans les médias et les films, sexualité, blanchité, féminisme, le corps des femmes, etc. Ce sont là tous les thèmes non exhaustifs abordés dans les épisodes. Je vous laisse avec un petit extrait. Alors ici, nous avons un rituel. On demande aux personnes qui passent devant ce micro de nous dire comment elles se situent sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, au hasard, Grace est asiatique et je suis noire. Et toi, Marie, qui es-tu ? Alors, je suis d'un noir glorieux. J'adore. Toi, tu te présentes comme étant noire ? Oui. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Et est-ce qu'il y a un jour dans ta vie où tu as découvert, ou tu t'es aperçu du fait que tu étais noir? Oui, on a tous un jour comme ça où on découvre que l'on n'est pas blanc, où on découvre qu'on est hors norme. Alors moi, ça a été au boulot. Et je raconte souvent cet incident parce qu'en fait, cet incident, il est à la base de ce que je fais aujourd'hui. Donc avant, je travaillais dans la mode, je gérais des points de vente. Et un jour, je suis sur mon point de vente. Et ma directrice réseau arrive sur mon point de vente. Et à l'époque, je portais une petite afro. Elle me regarde de haut en bas et me dit « Mais est-ce bien professionnel ?» en parlant des cheveux qui poussent sur ma tête. Donc, de manière totalement naturelle. Et c'est là où je me suis dit « il y a un truc, il y a un truc qui est en train de se passer. » Donc en fait, on avait une personne qui, dans la plus grande des souplesses, arrive sur mon point de vente et s'interroge sur le pourquoi j'ai osé porter mes cheveux naturels. Voilà, c'est la fin. On espère qu'on vous a donné envie d'écouter ces podcasts et on vous redonne les micros, les filles. Merci à vous les filles. Avant de conclure, nous avons promis en début d'émission de vous diffuser la rencontre avec une personne dont nous sommes très fiers d'avoir eu l'opportunité d'interviewer. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour la semaine de l'égalité à l'université Paris 13 ? Écoutez, tout d'abord, c'est une invitation de l'université et c'est avec grand plaisir parce que je pense qu'effectivement, il faut discuter notamment avec les étudiants sur le rôle qu'ils auront dans la société. Et je pense que chacun de nous devons prendre conscience que nous devons défendre l'égalité. Et défendre l'égalité, c'est prendre conscience de l'histoire des inégalités, des combats qui ont été menés, qui fait que nous vivons dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que beaucoup de personnes veulent plus d'égalité, mais ne font rien pour. Et donc l'idée, c'est vraiment dire aux jeunes, faites attention, il faut absolument faire entendre votre voix, absolument aller vers le respect de ce que vous êtes et le respect des autres pour construire cette société qui j'espère, deviendra de plus en plus égalitaire. Pour terminer en beauté, nous vous proposons d'écouter un reportage qu'une équipe de 13e monde a pu avoir avec le célèbre footballeur français Lilian Thuram, qui était présent lors de la semaine de l'égalité organisée par l'Université Paris 13, semaine qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les questions de racisme et d'égalité, comme nous l'avons dit précédemment. Pour cela, nous accueillons Faiza et Shaima pour répondre aux questions de Marine. Bonjour Shaima, bonjour Faiza. Bonjour. Alors, quels sont les différents événements qui ont eu lieu à la semaine de l'égalité ? Donc, lors de cette semaine de l'égalité qui s'est tenue du 18 au 22 mars 2019, il y a eu énormément d'événements comme l'inauguration de la salle Lilian Thuram ou même la conférence qu'il a tenue contre le racisme. Il y a eu également les carrés rouges et enfin une exposition sur zoo humain. En quoi consiste exactement la fondation de Lilian Thuram concernant l'éducation contre le racisme ? Alors, créée en 2008, l'association a pour but de déconstruire l'idée du racisme, fondée sur les valeurs que Lilian Thuram estime légitimes. L'idée est simple d'ouvrir les esprits grâce au contact, et pour cela, ils rend visite aux jeunes. Selon lui, qu'est-ce qui a fait que l'on devient raciste ? Y a-t-il des facteurs qui peuvent le déclencher ? Alors oui, selon lui, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent les déclencher, comme la société dans laquelle on vit, ou même l'éducation qu'on perçoit de notre famille. Il y a également la religion que l'on pratique et d'autres facteurs, je cite. Donc, d'après lui, on s'enferme dans des identités parcellaires. On peut penser que nous sommes mieux que les autres. Par exemple, quand on se présente au monde, en étant français, on peut penser qu'être français, c'est mieux qu'être italien. L'idée de questionner nos conditionnements afin de se présenter avant tout comme être humain. Avez-vous retenu quelque chose de cette rencontre avec Lilian Thuram ? Comment que cela s'est-il passé ? Tout d'abord, c'est un plaisir de l'avoir rencontré en personne et nous le remercions pour ça. Ensuite, ce que moi j'ai retenu, c'est que chaque personne a sa part de responsabilité pour lutter contre le racisme et on doit tous diminuer les facteurs qui nous font devenir racistes. Et j'espère que notre société va devenir de plus en plus égalitaire, comme il l'a très bien mentionné dans son interview. Merci à vous les filles. Et l'émission est déjà terminée, c'était un plaisir de la partager avec vous. Merci à Judith Meyer, enseignante à l'UFR des sciences de la communication de l'Université Paris 13, mais également à Tao, Sophia et Mohamed pour la régie, à toute l'équipe de la web radio 13e monde pour leur travail, et bien évidemment à vous, public, sur qui nous comptons pour écouter cette émission. Merci à toutes et à tous. L'émission sera disponible sur le site webradio.univ-paris13.fr et n'oubliez pas de nous donner votre avis sur nos réseaux. Et enfin, merci Morgane, c'était un plaisir d'animer l'émission à tes côtés.
Plaisir partagé, merci à toi Tatiana. Et mesdames et messieurs, au revoir. 13e monde. Et si on s'écoutait parler ?